La salle d'audience devint silencieuse lorsque le garde du tombeau s'avança, ses bottes cirées résonnant comme un métronome. Le caporal Étienne Caron, en uniforme impeccable du 3e régiment d'infanterie, se tenait droit, la médaille d'honneur brillant sur sa poitrine. Des murmures traversèrent la foule, certains empreints de respect, d'autres d'un doute mal dissimulé. Le juge Henri Gardel se pencha en avant, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Retirez cette médaille, caporal. Ceci est un tribunal, pas un défilé militaire. » Les yeux d'Étienne se verrouillèrent sur ceux du juge, calme, inflexible. L'air s'alourdit, au point d'en stopper des cœurs. Nul ne savait qu'une femme, au dernier rang, colonel à la retraite, qui devait sa vie à Étienne, se levait déjà, prête à faire éclater une vérité qui réduirait en poussière l'autorité du juge. Le matin à Montreval, en Bourgogne, portait encore l'odeur de l'herbe humide et des souvenirs anciens. Le petit palais de justice, un bâtiment de briques rouges aux hautes fenêtres coiffé d'un clocher blanc, trônait au centre du bourg. À l'intérieur, le parquet grinçait sous les pas et les ventilateurs du plafond brassaient l'air moite, soulevant par moments des relents de vieux papier. La salle était plus pleine qu'à l'accoutumée. Pas à cause du litige, une banale histoire de servitude de passage, mais à cause d'un homme. La rumeur s'était répandue à Montreval comme un feu de paille. Un garde du tombeau, toujours en service, allait témoigner. Pas n'importe lequel, un titulaire de la médaille d'honneur, la plus haute distinction pour bravoure. Cette seule perspective avait attiré du monde. Habitants, anciens combattants, et même quelques journalistes entassés sur les bancs, tous les yeux rivés vers la porte. La voix du huissier fendit le bourdonnement. « Veuillez vous lever pour l'honorable Henri Gardel. » La foule se leva dans un raclement confus de chaises. Le juge entra, grand, la soixantaine, le visage buriné par des décennies d'autorité. Sa robe noire tombait de ses épaules comme un manteau de pouvoir, et ses yeux gris fouillèrent la salle, précis comme ceux d'un faucon. Il s'assit, ajusta ses lunettes et fit un signe au huissier. « Appelez le premier témoin. »« Caporal Étienne Caron, veuillez vous avancer à la barre. » Le silence retomba, un silence qui oppressait la poitrine. Tous les regards convergèrent vers la porte lorsque Caron entra. Il avait 28 ans, grand et mince, le visage marqué par des années qui semblaient plus lourdes que son âge. Ses cheveux coupés ras disparaissaient sous la casquette du garde. Son uniforme était impeccable. La veste bleue sombre du 3e régiment, le pantalon blanc net, les chaussures noires polies au point de refléter le plafond. Chaque pas résonnait de la précision acquise à la garde du tombeau du soldat inconnu. 21 pas, pause, demi-tour, reprise. Sur sa poitrine, la médaille d'honneur étincelait, le ruban bleu tranchant sur le tissu. La foule le suivait des yeux, certains émus, d'autres simplement silencieux. Au fond, quelques anciens combattants se redressèrent, la main crispée, prêts à saluer. Étienne atteignit la barre, pivota, fit face. Chacun de ses gestes transpirait la discipline. Il resta au garde-à-vous. Le juge Gardel se pencha, les yeux rivés à la médaille. Sa voix trancha le silence. « Caporal Caron, avant de prêter serment, retirez cette médaille. Ici, on juge des faits, pas des faits d'armes. » Un murmure parcourut la salle, léger mais chargé d'électricité. Étienne ne bougea pas. Son regard clair et déterminé restait fixé sur le juge. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, dit-il d'une voix grave et posée, cette médaille n'est pas la mienne. Elle appartient à ceux qui ne sont jamais rentrés. Je la porte pour eux. » Le visage de Gardel se durcit. Ses doigts tambourinèrent sur le pupitre. « Je me moque bien à qui elle appartient, caporal. Ici, c'est mon tribunal. Retirez-la ou je vous interdirai de témoigner. » L'air devint plus lourd encore, la salle entière suspendue au moindre souffle. Une femme agrippa son sac. Un vieil homme coiffé d'un béret usé changea de position, mal à l'aise. Étienne resta figé un moment, comme pesant l'ampleur de son choix. Puis, lentement, avec la même rigueur que dans chaque pas au tombeau, il détacha la médaille et la posa sur le rebord de la barre. Le petit tintement du métal sur le bois résonna comme un coup de feu. La foule soupira, partagée entre indignation et incompréhension. Gardel hocha la tête, satisfait. « Faites-le prêter serment. » Étienne leva la main droite. « Moi, Étienne Caron, jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ainsi Dieu me soit en aide. Vous pouvez vous asseoir. » Il s'assit, toujours droit,
le regard perdu quelque part au-delà du juge. Maître Pierre Grimaud, jeune avocat du plaignant dans un costume qui semblait encore neuf, s'avança. Caporal Caron, veuillez déclarer votre nom et votre fonction pour le procès-verbal. Étienne Caron, garde du tombeau, 3e régiment d'infanterie, affecté au cimetière national d'Arlington. Grimaud opina, parcourut ses notes. Étiez-vous présent sur le terrain litigieux le 12 avril dernier? Oui. Les questions s'enchaînèrent, sèches, techniques, sur la servitude, la route, les droits d'accès. Étienne répondit avec exactitude, ses phrases nettes, sans détour. Mais la salle n'écoutait déjà plus les détails. Tous regardaient la médaille posée là, nue, sans poitrine pour l'honorer. Quelque chose clochait, comme un drapeau à l'envers. Pouvez-vous décrire ce que vous avez vu en arrivant? Je venais voir mon voisin, M. Lavoisier, pour discuter du chemin. Sa famille est là depuis la guerre de 70. Il était environ 7 heures. Le portail était ouvert, mais 2 hommes mesuraient la limite avec un laser. Ils m'ont dit que je n'avais pas le droit d'être là. Et aviez-vous ce droit? J'ai eu la clé du portail enfant, un cadeau de la famille Lavoisier. J'emprunte ce chemin depuis 20 ans. Je n'ai plus d'autres questions. Maître Julien Rollin, l'avocat adverse, se leva. Jeune, lisse, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Vous dites avoir la clé depuis 20 ans. Pouvez-vous prouver que c'était légal? Étienne soutint son regard. C'était un don, jamais contesté. Rollin esquissa un rictus. 20 ans, c'est long. Les souvenirs flanchent. Les miens non, pas sur l'essentiel. Un murmure approbateur. Rollin recula, vaincu. Pas d'autres questions. Gardel se pencha, agacé. Continuons, ceci n'est pas une cérémonie patriotique, mais un procès. Les mots claquèrent comme une gifle. Un vétéran au fond serra les poings. Une femme chuchota. Quelle honte! L'atmosphère changea, flottant sur un fil d'indignation. Maître Grimaud, vous pourrez rappeler le témoin au besoin. Merci, monsieur le juge. Gardel fit un geste. Vous pouvez descendre. Étienne se leva, jeta un regard à la médaille, hésita une seconde, puis regagna sa place. Le métal resta là, pesant toute la salle de son silence. Alors, une femme se leva du dernier banc. Une 50aine d'années, cheveux courts, posture martiale. « Monsieur le juge, puis-je prendre la parole ?» Gardel fronça les sourcils. « Ce tribunal n'est pas une foire. Êtes-vous avocate ou témoin cité ?» Ni l'un ni l'autre. Je suis le colonel Sophie Néguin, armée de terre, à la retraite. J'ai commandé Caron en Afghanistan. Je souhaite m'adresser à cette cour. Le silence se fit total. Même le huissier hésita, guettant la réaction du juge. C'est très irrégulier. Peut-être, mais j'ai une dette de vie envers cet homme. Sa voix n'était pas forte, mais portait comme un tambour. En 2019, dans le Helmand, notre convoi a été pris en embuscade. 12 d'entre nous, coincés sous le feu croisé. Caron a traversé les balles pour nous tirer un par un. Il m'a porté sur 200 mètres, blessé lui-même. Cette médaille que vous avez fait retirer n'est pas une décoration, c'est un tribut. On entendait presque les respirations de la salle. Un jeune journaliste, Maxime Durand, leva discrètement son téléphone, lançant un direct. Gardel serra son marteau. « Colonel, vous êtes hors de propos. Asseyez-vous ou je vous fais évacuer. » Sophie resta immobile. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, c'est vous qui manquez à l'ordre. Étienne Caron est un garde du tombeau. Chaque pas qu'il fait à Arlington est pour les inconnus, pour ceux tombés sans sépulture. Vous lui avez ordonné de les oublier. » Un frisson parcourut la salle. Un vétéran en fauteuil se redressa, puis un autre. Tous silencieux, mais debout. Maxime voyait les vues grimper à toute vitesse. Gardel frappa encore. « Silence! Je veux l'ordre !» Sa voix se fissura. Il n'avait plus la salle. Étienne se leva sans qu'on l'invite, retourna à la barre, prit la médaille. Il ne la remit pas, la tint dans sa main, les jointures blanches. « Je ne suis pas là pour moi, » dit-il, « mais pour ceux qui ne peuvent plus parler, pour ceux qui ne sont jamais rentrés. » Sophie vint à ses côtés. « Ce n'est pas une histoire de chemin ou de portail, dit-elle. C'est une question de respect. Vous avez humilié un homme qui a donné plus que vous ne comprendrez jamais, et devant sa communauté, son pays. » Gardel se leva brusquement. Audience suspendue. La salle sera évacuée. Personne ne bougea. Un à un, ils se levèrent, non pour partir, mais pour être témoins. Maxime filmait toujours.
Le juge quitta la pièce, robe flottante, laissant un silence vibrant derrière lui. Étienne resta là, la médaille au creux de la paume. Sophie posa la main sur son épaule. Des vétérans vinrent, murmurant des remerciements. À midi, la vidéo tournait partout. Les réseaux en feu. Honte aux juges, honneur aux gardes. Les hashtags se multipliaient. L'Ordre national des anciens combattants exigea des excuses publiques. Une semaine plus tard, Gardel annonça sa retraite anticipée, sous la pression, sans mot d'excuse. Étienne retourna à Arlington, reprit ses 21 pas. La médaille brillait à nouveau sur sa poitrine. Ses bottes, cirées à la perfection, frappaient la pierre humide avec un rythme solennel, si précis qu'il semblait qu'il défiait la pluie elle-même de briser sa cadence. Les gouttes s'écrasaient sur ses épaules larges, glissaient le long de son visage buriné, se perdaient dans les rides creusées par les années et le deuil. Il ne cligna pas des yeux. Ce n'était pas la première fois qu'il se tenait sous un ciel noir, portant plus que son propre poids. Un soir de pluie, seul face au tombeau, il effleura l'étoile d'or. Ses doigts tremblaient à peine. Il laissa son pouce suivre les contours du métal froid, comme s'il caressait la joue d'un frère disparu. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et d'une voix rauque, usée par des années de commandement et de cris étouffés, il souffla. « Pour vous ?» Puis il se mit à égrener les noms, un à un. Chaque nom était un clou dans son cœur, un souffle volé au silence. Des voix s'élevaient dans son esprit, des rires perdus dans la poussière d'Afghanistan, des regards figés dans la terre brune d'Irak. Il se souvenait de tout, de la chaleur du sable, du hurlement des hélicos, des cris coupés nets par l'explosion. Ils étaient revenus, tous, pour l'accompagner dans cette nuit sans lune. Dans l'ombre, Sophie montait la garde. Son uniforme sombre se fondait dans les colonnes blanches. Elle n'avait pas besoin de parler. Ses yeux disaient tout. Elle comprenait la douleur, la loyauté, ce serment silencieux que l'on ne rompt jamais vraiment, même quand on rentre au pays, décoré ou non. Elle se tenait là, droite, le fusil au flanc, fixant le tombeau avec la même dévotion que lui. La pluie tombait, et Étienne marchait. 21 pas. Pause. Demi-tour. Reprise. Les gouttes faisaient des ronds sur la pierre, un balai fragile qui semblait vouloir laver le sang de l'histoire. Ses épaules se soulevaient au rythme lent de sa respiration, ses muscles criaient, mais il n'y prêtait aucune attention. Il ne marchait pas seulement pour lui. Il marchait pour ceux qui n'avaient plus de pas à faire, plus de sol à fouler, plus d'air à respirer. Et le tombeau murmurait sous cette pluie battante. Il murmurait des prières que personne n'avait enseignées, des promesses qui naissaient au creux des entrailles. Les noms qu'Étienne avait dits semblaient flotter autour de lui, former un cercle invisible de camarades tombés au combat qui le regardaient avec douceur, peut-être même avec gratitude. Le vent passa, soulevant un pan de son manteau trempé. Il sentit son cœur battre plus fort. Ce n'était pas un simple muscle, c'était une mémoire vivante, un tambour qui continuait de sonner pour ceux qui s'étaient tus. Ses bottes frappèrent la dalle une dernière fois avant qu'il ne pivote à nouveau. La douleur dans son genou, souvenir d'une balle logée trop près de l'artère, le rappela à l'instant présent. Il ne s'arrêta pas. 21 pas encore. À chaque retour, ses yeux se levaient vers la garde silencieuse de Sophie. Un infime hochement de tête liait leurs deux âmes. Pas besoin de mots. Ils servaient le même maître, la mémoire, l'honneur, ce poids sacré que la pluie ne parviendrait jamais à dissoudre. Et ainsi, la pluie tombait, Étienne marchait, 21 pas, pause, demi-tour, reprise, et le tombeau murmurait, faisant battre la mémoire d'un pays.